Merci Stéphane Le Rudulier de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes élu des Bouches-du-Rhône, membre du groupe Les Républicains. Vous êtes vice-président de la commission d'enquête sur le narcotrafic. On va évidemment parler de ce sujet. Vous avez fait des auditions hier, mais d'abord l'actualité, c'est donc ce rejet hier à l'Assemblée de la loi immigration avant même le début de son examen et avec l'apport de voix de nombreux LR. Est-ce que c'est une victoire pour vous ? Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, c'est une victoire pour le Sénat, puisque depuis hier soir, on ne parle que du texte du Sénat comme référence en la matière. Et c'est vrai que c'est une victoire du Sénat sur le fond et sur la forme. Sur le fond, par rapport aux mesures qui ont été portées, notamment par la rapporteure Madame Jourdain, qui ont durci clairement le texte initial. Et d'ailleurs, le texte en sortie n'avait plus grand-chose à voir avec le projet de loi du gouvernement. Et puis, sur la forme, parce que c'est le seul texte qui a été débattu en séance. Il y a eu des débats qui ont été constructifs, longs, mais on a sorti un texte, à mon sens, équilibré. Et l'erreur, en fait, de la Macronie, c'est d'avoir essayé de déconstruire le texte au niveau de la commission des lois. Et c'est surtout l'aile gauche de la Macronie qui a dénaturé le texte du Sénat. Et on arrive au résultat qui, malheureusement, face à nous hier. Vous l'auriez voté, vous, si vous étiez à l'Assemblée, je sais pas, cette motion de rejet ? Vous savez, quand je vois les cris, les hurlements de joie des Insoumis et la liesse du RN, je me méfie quand les deux extrêmes s'allient, c'est jamais bon pour la France. En tout cas, il faut... Donc les LR n'auraient pas dû s'allier à deux extrêmes qui s'allient ? Je ne sais pas, je ne suis pas député, je ne suis pas à l'Assemblée, je ne vais pas commenter. Je note quand même qu'il y a un tiers de notre famille politique qui n'a pas voté cette motion de rejet. Mais encore une fois... qu'est-ce que ça dit, 22 députés qui ne l'ont pas voté, 40 qui l'ont voté. Est-ce que ça montre quoi ? Le manque de cohésion chez les LR ? Non, ça montre sans doute que certains s'interrogent sur le bien fondé de voter ou pas cette motion de rejet. Encore une fois, la base, c'était le texte du Sénat. Le texte sorti de la commission des lois de l'Assemblée n'était pas satisfaisant. C'était clair. Alors après, est-ce qu'on laissait place au débat pour essayer de reconstruire ce qu'avait fait le Sénat, ou est-ce qu'il faut débattre en commission mixte paritaire avec 7 députés, 7 sénateurs ? En tout cas, j'encourage le gouvernement à repartir sur la base du Sénat en CMP afin d'avoir un texte équilibré, durci, puisque les Français l'attendent. Donc, pas de seconde lecture au Sénat, vous dites, vous, l'option, c'est aller directement en commission mixte paritaire et de réunir directement députés sénateurs. J'allais dire, nous, on a déjà fait le job. On a un texte de référence. Proposons ce texte de référence en commission mixte paritaire. Voyons comment les débats s'organisent. Mais vous pensez le faire passer en commission mixte paritaire ? Écoutez, je pense que, vous savez, comme la droite est majoritaire, la droite et le centre est majoritaire, c'est un accord avec les centristes sur ce texte, donc j'ai bon espoir qu'on arrive à une CMP conclusive. Après, vous êtes majoritaire au Sénat, mais ça fait 5 et 5, si on compte la majorité présidentielle et la droite et le centre, sachant qu'il y aura Sacha Houlié, forcément, le président de la commission des lois, qui lui est contre le texte. Il compte le texte, il sera sans doute mis en minorité en CMP. Donc, à partir de là, vous savez, est-ce qu'on peut, la question est de fond, est-ce qu'on peut attendre 3 ans ou 4 ans au prochain scrutin présidentiel pour agir au niveau de l'immigration ? La réponse est non. Il y a une urgence, on a un chaos migratoire, et cela, il faut qu'on y réponde très vite. C'est pour ça que j'encourage le gouvernement à déposer le texte du Sénat en CMP et voir comment se passent les discussions. Donc vous dites à Gérald Darmanin, il ne faut pas retirer votre texte. Mais retirer le texte, pourquoi faire ? Si c'est la base du Sénat, vous savez, on a travaillé, ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur ce texte. Il y a des mesures très fortes, le durcissement du regroupement familial, la naturalisation, l'AMU par rapport à l'AME, l'aide médicale d'État transformée en aide médicale d'urgence, etc. Donc ces mesures-là sont attendues, je pense, par les Français. Mettons le texte du Sénat sur la table de la commission mixte paritaire. Mais est-ce que vous êtes prêts à des compromis ? Parce qu'il va bien falloir faire des compromis dans cette commission mixte paritaire. Vous savez, des compromis, on en a déjà fait, nous, les Républicains. Avec Donc vous n'irez pas plus loin ? Ni sur l'aide médicale d'État, ni sur la régularisation des travailleurs sans papier. Aller plus loin, c'est dénaturer au fur et à mesure et déconstruire le texte que nous avons bâti au Sénat. Non, je pense que le texte a été équilibré, il a été débattu avec les centristes. On a une position médiane et une position qui peut apporter dès le vote du texte, une amélioration sur notre politique migratoire. Vous savez, la méthode des quotas, la rapporteure avait insisté de mettre un titre introductif en disant la politique, qu'est-ce qu'une politique migratoire ?
en France, c'est quoi la méthode des quotas, pouvoir délibérer chaque année au Parlement le nombre de personnes accueillies en France par pays d'origine, par métier. Tout ça, c'est déjà en réflexion dans le texte. Ce serait dommage de louper cette étape et de passer à autre chose, avec les conséquences que l'on sait. Si nous ne faisons rien, dans 3 ans, dans 4 ans, la crise sera d'autant plus grande. Et ça fait le jeu de Marine Le Pen. Et ça fait le jeu, malheureusement, des extrêmes. Juste pour revenir sur le vote, et en parlant de Marine Le Pen, hier, Gérald Darmanin, aux 20h, a dit « Voir des Républicains faire la béquille du Rassemblement national et de la réjouissance de Madame Le Pen, ça me fait mal, et ça fait mal à tous les électeurs des LR de voir le parti se perdre. » Est-ce qu'il n'a pas raison ? Écoutez, je ne sais pas, moi, encore une fois, je ne suis pas à l'Assemblée. Non, mais sur votre parti, puisque là, il parle de votre parti. Écoutez, je ne sais pas si on a fait... Il ne parle pas que des députés. Oui, je ne sais pas si on a fait la béquille à Marine Le Pen. En tout état de cause, on ne pouvait pas voter le texte sorti de la commission. Pas cohérent, c'était bafouer le travail du Sénat. Je pense que Olivier Marleix et Éric Ciotti l'ont très bien appréhendé. Maintenant, que fallait-il faire ? Peut-être se positionner, faire un geste fort de mécontentement pour pouvoir rebondir. Moi, ce que j'espère, encore une fois, c'est que ce texte ne s'arrête pas là et prospère sur la base du Sénat. C'est tout ce qui m'importe. Le reste, vous savez, circus politicus, moi, ça ne m'intéresse pas. Regardez le Sénat, la sérénité des débats. Et le Sénat, au moins, il sort des textes qui sont opérationnels, des textes qui sont mesurés, pensés et qui sont surtout débattus. Emmanuel Macron a eu raison de refuser la démission de Gérald Darmanin ? Vous savez, on ne sait pas qui on pouvait avoir. Hein. Si c'est pour avoir un Papa Ndiaye en lieu et place de Gérald Darmanin, je pense qu'on perdrait beaucoup au change. En fait, dans sa stratégie, c'est que Gérald Darmanin a pris ses responsabilités. Il l'a dit hier, c'est un échec en ce qui le concerne. Emmanuel Macron le soutient, est solidaire avec l'échec de Gérald Darmanin. Voilà, ça n'en dit pas plus. Il y a un texte, vous souhaitiez aller plus loin, vous, en matière d'immigration, les Républicains, avec une modification de la Constitution pour pouvoir faire un référendum sur l'immigration et pour pouvoir également déroger au droit européen, pour faire primer le droit national sur le droit européen en matière d'immigration. Le texte est à l'ordre du jour du Sénat ce soir. Est-ce qu'il sera maintenu? Est-ce qu'il sera discuté? Écoutez, je ne pense pas que les esprits soient mûrs, d'autant plus qu'on sort d'une séquence à l'Assemblée assez dramatique, en tout cas en ce qui concerne la démocratie parlementaire. Je ne pense pas que les esprits soient mûrs pour l'instant. Est-ce que c'est ce qui s'est passé hier qui entraîne à l'Assemblée nationale, qui entraîne le retrait de ce texte, ou est-ce que c'est le fait que les centristes ne vous soutiennent pas et que vous serez retrouvés minoritaires? Pas qu'ils ne soutiennent pas, c'est qu'il y a deux points de débat. Deux points de débat avec les centristes. Sur l'article 11, le référendum législatif ouvert à tous les Français, on voulait élargir les domaines de compétences de ce référendum, notamment pour pouvoir parler d'immigration. Pour l'heure, les centristes ne sont pas prêts à voter le texte en l'état. Et puis, il y avait l'article 55 de notre Constitution, avec des amendements. Il dit que quand l'intérêt supérieur de la nation est en jeu, à ce moment-là, c'est le droit interne, le droit français qui prime sur toutes les normes européennes. Là encore, il y a des discussions, notamment sur la position de la France vis-à-vis de la construction européenne, si dorénavant on activait ce dispositif. Donc, c'est pas encore mûr. Ça mérite, je pense, encore des débats. Donc, le texte sera sans doute retiré ce soir afin d'avancer dans les discussions. Mais décalé. Vous y reviendrez. Je pense pas. Vous savez, en matière migratoire, il est clair, on l'a toujours dit, on a le texte de loi ordinaire. Il y aura des avancées certaines si, encore une fois, le texte du Sénat est retenu. Mais il y aura aussi, et nécessairement, une révision constitutionnelle afin d'aller plus loin en matière migratoire et notamment de ne pas tomber sous la coupe des cours de justice de l'Union européenne ou la CEDH qui nous affligent parfois des amendes ou nous disent ce que l'on doit faire en matière de politique migratoire. Et ça, c'est pas admissible. On va parler de ce qui s'est passé au Sénat hier, puisque vous êtes vice-président de la commission d'enquête sur le narcotrafic et vous avez mené toute une série d'auditions. On va voir ça avec notre journaliste parlementaire Alex Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Yann, bonjour Stéphane Le Rudulier. Bonjour.
Et Alex, la commission d'enquête du Sénat sur le narcotrafic a notamment hier auditionné Didier Lallement, l'ancien préfet de police de Paris, qui est désormais secrétaire général de la mer, auditionné pour parler de la menace du trafic de drogue sur les ports français. Ah oui, Didier Lallement a été nommé l'an dernier par Elisabeth Borne secrétaire général de la mer. Sa mission, c'est de coordonner l'action de l'État en mer et notamment la lutte contre le trafic de drogue maritime. Et précisément, eh bien, il doit mieux protéger les grands ports français du trafic de cocaïne qui existe dans les ports français, mais qui est encore plus fort dans les ports d'Europe du Nord, que ce soit Anvers en Belgique et Rotterdam aux Pays-Bas. On va écouter Didier Lallement. Vous le savez, une grande partie de la cocaïne arrive malheureusement dans les ports d'Europe du Nord qui ont rehaussé leur dispositif de protection. Anvers, en octobre, ils ont saisi 35 tonnes de cocaïne. Ils ont saisi, ce qui veut dire qu'il en est passé. On n'est pas sur ces niveaux-là dans nos ports français. Fort heureusement pour nous, mais il faut que nous rehaussions notre dispositif justement pour ne pas être le maillon faible par rapport à l'effort qu'ils font. Oui, pour avoir un ordre d'idée, en 2022, en France, 28 tonnes de cocaïne ont été saisies dans nos ports, alors que dans le seul port belge d'Anvers, en 2022, eh bien, 110 tonnes de cocaïne ont été saisies. Alors, on parle du trafic de drogue dans les grands ports, mais Didier Lallement a aussi évoqué le trafic qui touche les petits ports et les ports de plaisance. On va l'écouter. On trouve également de la drogue dans les navires de plaisance. On peut trouver 500 kilos, 700 kilos, voire une tonne. Le kilo de cocaïne, quand il arrive ici, mais je pense que les précédents personnes entendues ont dû le dire, il est à plus de 30 000 euros. Donc vous voyez l'argent monstrueux que ça représente et que ça vaut le coup, quelques centaines de kilos. Donc de toute façon, on sait qu'on a devant nous cette difficulté sur les petits ports, parce qu'aujourd'hui la plaisance est conçue comme un système extrêmement ouvert. Voilà, donc les petits ports sont mal protégés de ce trafic de drogue. Alors, quelle solution l'État peut mettre en place pour mieux lutter contre ce trafic de drogue maritime ? Eh bien, il s'agit l'an prochain de renforcer les contrôles des conteneurs qui sont sur les bateaux et qui rentrent dans nos ports avec davantage de scanners qui vont être commandés par l'État pour contrôler les cargaisons, les vérifier. Actuellement, seulement 2% du trafic maritime mondial est scanné, donc ça laisse une énorme marge de progression. Et puis, Didier Lallement a aussi insisté sur la lutte contre la corruption qui facilite ce narcotrafic. Ce qui nous importe, nous, en prenant des mesures, c'est à la fois de lutter contre le trafic de drogue, mais d'éviter par-dessus tout que la corruption rentre dans ce pays. Parce que les narcos, en Europe du Nord, c'est une balle dans la tête ou une enveloppe de billets. Et donc il y a des cas de corruption et on a la chance d'avoir un pays qui n'est pas corrompu et dans lequel pourrait justement rentrer la corruption par ce biais-là. Et la lutte contre la corruption, c'est un point qui revient souvent dans les auditions de la commission d'enquête du Sénat sur le narcotrafic. Une procureure a même assuré, je cite, que la corruption pouvait aller du docker dans le port jusqu'au juré de cour d'assises où est jugé le narcotrafiquant. Stéphane Le Rudulier, est-ce que vous craignez que ce trafic de cocaïne important qui est dans les ports d'Europe du Nord se transfère sur les ports français, car on voit quand même qu'il y a des trous dans la raquette dans le dispositif ? Vous avez raison, c'est un risque et Didier Lallement l'a souligné. Et c'est la raison pour laquelle il faut investir massivement, d'une part, dans les scanners. Vous l'avez dit, 2% uniquement du trafic mondial est scanné, 10% uniquement des conteneurs émanant de l'Amérique du Sud. Donc ça, c'est le premier point. Mais c'est facile à dire, mais mettre en place des scanners tout en garantissant la compétitivité des ports, c'est-à-dire la rapidité de déchargement des cargaisons. Vous voyez, il faut trouver le juste équilibre, mais il faut investir massivement dans ces nouvelles technologies. Et puis le deuxième aspect, c'est le criblage. Le criblage de toutes les personnes qui sont amenées à travailler à l'échelle d'un port pour éviter justement cette corruption. Mais la corruption, elle va bien au-delà du docker. Vous voyez, dans les pays du Nord, ça touche même une partie des élites du gouvernement ou autre. Donc il y a un risque, on n'en est pas encore là, Didier Lallement l'a précisé en termes de volume, mais si nous ne faisons rien dans les mois et dans les années à venir, il y a fort à parier qu'on ait ce fameux effet plumeau
puisque les ports d'Europe du Nord ont réagi aujourd'hui. Si nous ne réagissons pas, effectivement, on voit bien que les narcotrafiquants miseront sur les ports de France pour faire perdurer le trafic. Et ils misent déjà sur la France. Le trafic de drogue dans notre pays, c'est 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et en 2022, seulement 17 millions d'euros ont été saisis par les autorités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État est impuissant? Non, ça veut dire que, vous savez, les narcotrafiquants sont très imaginatifs. Vous parliez des ports de plaisance. Effectivement, ils vont infiltrer de plus en plus ces ports de plaisance. Donc il va falloir, nous, qu'on mette des moyens technologiques comme les drones ou autres pour surveiller également, ouvrir notre dispositif législatif au port de plaisance. Donc c'est une lutte, vous savez, c'est une lutte quotidienne, si j'ose dire. C'est pas une opération coup de poing, on n'arrête pas les narcotrafics en une journée, ce n'est pas vrai. C'est véritablement des mesures qui, dans le temps, découragent tous les réseaux de narcotrafiquants, mais force est de constater également que ils ont de l'argent, ils ont des moyens, malheureusement, et derrière, il faut qu'on lutte à armes égales. Et pour l'instant, et d'où la commission d'enquête, on n'a pas encore, je pense, toutes les armes dans notre dispositif législatif. Pardon. Et votre département des Bouches-du-Rhône est particulièrement touché. 44 personnes tuées à Marseille dans des règlements de compte depuis le début de l'année. C'est autant que sur l'ensemble du reste du territoire. Gérald Darmanin en a fait une priorité. Il y a des points de deal qui sont régulièrement démantelés. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que la situation peut s'améliorer? Écoutez, il y a eu effectivement 39 points de deal. On a plus de 300 morts quand même en 10 ans dans la cité phocéenne. Mais j'ajoute quand même, parce qu'on focalise beaucoup sur Marseille, mais on en parle également beaucoup au niveau de la commission d'enquête, ça touche maintenant toutes les communes de France, même les communes les plus rurales. J'insiste là-dessus, il ne faut pas penser qu'il n'y a que Marseille qui est concerné par cela. Après, et beaucoup de petites villes et de villes moyennes. Beaucoup de petites villes et de villes moyennes. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je suis pour agir sur deux volets. D'une part, sur les têtes de réseau, je pense qu'il faut avoir des peines incompressibles de 30 ans sur les têtes de réseau, c'est-à-dire dès lors que la tête de réseau tombe, une peine planchée de 30 ans pour envoyer un message fort à la société. Sur les points de deal et le bas du réseau, si j'ose dire, là aussi, on a un problème dans l'exécution des peines. Il faut que, même si c'est une peine d'1 an ou de 2 ans, que cette peine soit réellement exécutée. Ça, c'est point de vue, j'allais dire, des dealers. Point de vue aussi consommateur. On en parle beaucoup moins, mais l'amende forfaitaire délictuelle, il faut vraiment qu'elle soit augmentée pour qu'elle devienne dissuasive. Et en ce qui concerne également les campagnes de prévention, on en a parlé encore hier, campagnes de prévention et d'information chez les plus jeunes. On l'a fait pour la sécurité routière dans les années 80-90. On a fait baisser la mortalité sur les routes. Je pense qu'à un moment donné, il faut un électrochoc pour les jeunes. Hier, j'entendais dire, une maman disait je préfère que ma fille fume un joint de temps en temps qu'un paquet de Marlboro. Mais enfin, ça veut dire qu'elle ne connaît pas véritablement les dégâts faits au cerveau. Donc, c'est ces deux volets-là. J'ajoute un point quand même, je parlais de l'imagination des narcotrafics. Quand on parle de point de deal, il n'y a pas que ça maintenant. On livre à domicile. C'est-à-dire qu'on a des call centers. Dealers ont des call centers et vous faites livrer à domicile. Donc là aussi, il faut qu'on réagisse par rapport à ces nouveaux modes de distribution de la drogue. Et rapidement, quand la gauche propose de légaliser la consommation du cannabis pour casser le trafic, ça peut être une solution? Alors, il y a eu des échanges hier sur ce point-là. Mais encore une fois, si on fait une campagne de sensibilisation en disant voyez-vous, attention, et qu'en même temps on légalise d'une part le taux de THC qu'on va offrir, est-ce que ça sera le même que la filière clandestine? Je ne pense pas, on sera peut-être à 8-10% quand la filière clandestine sera à 15 ou 20%. Et puis attention, c'est pas en légalisant uniquement le cannabis qu'on fera tomber les réseaux criminels, parce que les réseaux criminels se sont diversifiés. Il n'y a plus de monoproduits. Maintenant, c'est la cocaïne et aussi les drogues de synthèse. On en parle moins, mais elles sont beaucoup plus distribuables, notamment par voie postale. Et ça, c'est un réel danger dans les mois et les années à venir.
Merci Alex, à tout à l'heure. On parlera sans surprise du projet de loi immigration. Et de son avenir, ce sera à suivre dans le club. On va aller à Marseille. Chez vous, Stéphane Le Rudulier, on retrouve Léo Purguette. Bonjour Léo, merci d'être là. Bonjour. Président et directeur éditorial du journal La Marseillaise. On va parler de la fédération LR des Bouches-du-Rhône, Léo. Oui, vous avez assuré pendant 2 ans un intérim dans une fédération qui avait vu partir ses figures les plus importantes, Renaud Muselier, Martine Vassal, et concomitamment à l'élection d'une nouvelle présidente, Laure Agnès Karadec, eh bien, vous avez tenu des propos détonnants. Vous avez demandé la dissolution de la France Insoumise, vous allez vous affronter sur le terrain judiciaire avec Benoît Payan après lui avoir reproché d'être indirectement du côté des trafiquants de drogue. Ouais. Comment comprendre cette nouvelle façon d'intervenir dans le débat public? Est-ce qu'il s'agit pour vous de regagner du terrain sur l'extrême droite ou est-ce que c'est un prélude à un rapprochement avec elle? Avec l'extrême droite. Avec l'extrême droite, Léo, c'est ça? Non, pas du tout. C'est pas parce que, effectivement, on peut critiquer, vous savez, l'action du maire de Marseille. Moi, j'ai réagi assez vivement. On parlait des narcotrafics, mais je pense qu'ouvrir une salle de shoot à Marseille, c'est pas vraiment le bon message qu'on doit, en tout cas, distribuer à la population marseillaise. Bon, je remarque que j'ai critiqué le bilan de Benoît Payan en matière de sécurité, il l'a mal pris, dont acte, c'est la vie politique. Maintenant, sur la fédération, vous avez raison de le souligner, effectivement, Renaud Muselier, Martine Vassal ont fait le choix de quitter notre famille politique. Il fallait maintenir la fédération à flot, et moi je suis ravi quand même, parce que on l'a peu souligné, on m'avait accusé de n'avoir que 700 adhérents en mars ou avril dernier. Je dis attendez la fin de l'année, on arrive à 2200 adhérents, on est la 4e ou 5e fédération des Républicains en France, donc il y a quand même un bon bilan. Maintenant, distinguons le rôle que je peux mener en tant que secrétaire départemental au niveau des Républicains à l'échelle de la fédération. Je participe à des comités de circonscription. J'étais encore samedi dans la 2e et la 5e circonscription. On a une base militante, contrairement à d'autres partis. Et maintenant, il faut le distinguer de ce rôle, de mon rôle de sénateur. Et quand je demande la dissolution de la France Insoumise, c'est quand M. Mélenchon dit que le Hamas, par exemple, est l'armée régulière de l'autorité palestinienne. Je ne peux pas laisser passer ça. Merci Léo. Merci beaucoup. Merci. La une de la Marseillaise, c'est évidemment Gérald Darmanin. Loi immigration, la claque, c'est à la une de votre journal. Merci beaucoup Léo. On va terminer en parlant des LR. On continue à parler des LR dans le journal Le Parisien dimanche. Éric Ciotti a eu cette phrase: nous prendrons des sanctions pour 1 ou 2 individualités qui ont franchi toutes les lignes de la trahison. Est-ce qu'en vous rendant fin août à la rentrée politique de Gérald Darmanin, vous avez le sentiment d'avoir franchi cette ligne, vous? Non, encore une fois, moi j'y suis allé pour défendre les positions des Républicains. J'ai eu un discours assez dur sur la politique du gouvernement, notamment en termes d'autorité de l'État. Donc il n'y a aucune trahison par rapport à mes convictions et à ma famille politique. Éric Ciotti vous l'a reproché, il vous en a parlé? Pas directement, ça sans doute lui a déplu, mais peu importe. Vous savez, il faut se méfier. Nous sommes un parti à 40 000 adhérents. Si on commence à nettoyer les écuries d'Augias, je crains fort qu'on soit plus que 10 ou 15, in fine. Moi, je ne pense pas que, vous savez, les procès staliniens de la rue Vaugirard, je ne pense pas que ça soit de l'idée d'Éric. Comment ? Siège des LR pour les gens qui ne voient pas. Oui, le siège des LR, oui, mais je ne pense pas que ça soit véritablement ce que pense Éric Ciotti. Vous savez, quand Éric Ciotti s'est attiré les foudres des Chiraciens, quand il a choisi Balladur, quand Éric Ciotti s'est attiré les foudres des fillonistes, quand il est passé de Fillon à Sarkozy, il connaît la vie politique et il sait que ce n'est pas en divisant ou en éliminant, il faut plutôt additionner au niveau de notre parti. C'est maladroit cette déclaration. C'est pas digne d'un chef des Républicains qui vous a affaibli. Mais non, j'ai pas dit ça. Vous savez, c'est pas simple. On n'est pas dans une santé flamboyante. On n'est plus 400 000 adhérents, 500 000 adhérents. Nous ne sommes plus, pour l'instant, le grand parti du gouvernement, même si je pense qu'on a tout espoir pour le redevenir. Mais attention. Mais le message, c'est mieux vous rassembler qu'exclure. C'est ça que vous avez envie de lui dire. On aura une recomposition de la droite.
ceux qui ne sont pas dans l'objectif du moyen terme se trompent. Et cette recomposition de la droite, le RPR n'a jamais gagné seul. Toujours gagné avec l'UDF et l'UDF vice-versa. Donc il faut additionner les forces. Et il faut aussi accepter que quand on était à l'UMP, il y avait des courants et tout le monde ne pensait pas. Mais là, il y a un risque de la faire même fuir chose. le centre avec cette politique. Pardon ? Il y a un risque de faire fuir le centre. Écoutez, avec la ligne direction. Prenons modèle. Encore une fois, prenons modèle sur le Sénat. On travaille avec les centristes. La majorité sénatoriale, c'est la droite et le centre, et on arrive à travailler ensemble. Je pense que c'est l'une des clés de la recomposition de la droite et de la survie des LR. Les LR peuvent rebondir s'ils arrivent aussi à additionner. Sans forcément s'allier à la Macronie. Mais pas du tout. Mon propos n'est pas de s'allier avec la Macronie. C'est de peut-être récupérer des électeurs qui sont partis chez Emmanuel Macron, mais qui sont d'une droite convaincue. Merci Stéphane Le Rudulier. Merci. Merci beaucoup.